Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire, un webinaire qui est un format un petit peu différent de nos formats habituels. C'est un format un petit peu plus long et qui est à destination aujourd'hui des startups et toutes les startups de l'écosystème Atraxis, voire même au-delà. Et on va être centré aujourd'hui sur les marchés publics et comment on peut accéder à ces marchés publics en tant que startup ou PME. Donc avant de commencer, je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Nicolas Chaussat. Je suis le vice-président d'Atraxis et également sous-directeur santé du SDIS de l'Essonne, des pompiers de l'Essonne. Donc on a vraiment le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce format webinaire. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Nathalie Bouillon, qui est responsable innovation PME à l'UGAP, et PME à l'UGAP, pardon. L'UGAP que vous connaissez certainement ou pas, mais justement, ce sera l'occasion de faire connaissance. L'UGAP qui est un partenaire fort d'Atraxis depuis maintenant environ 3 ans, et on a un objectif commun, c'est de pouvoir identifier les solutions innovantes et puis leur permettre d'accéder, et aux SDIS aussi d'accéder facilement à ces marchés en intégrant l'UGAP. Avant de commencer et de donner la parole à Nathalie, je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Donc, c'est un programme d'environ 1 heure. On aura environ 30 à 40 minutes de présentation. Et puis, on vous propose d'échanger par la suite 15-20 minutes pour répondre à vos questions. Les questions, soit vous pourrez les poser en direct, soit je peux vous proposer au fur et à mesure de les proposer dans le chat. Et je me ferai un plaisir de les poser par la suite à Nathalie. Par la suite, le speak-up, le webinaire sera disponible sur notre site internet YouTube en replay. Donc n'hésitez pas à le partager par la suite. Et puis veillez à bien fermer les micros, sinon je me ferai un plaisir de les fermer directement pour pouvoir assurer à tout le monde une écoute optimale. Sans plus tarder, je laisse la parole à Nathalie pour sa présentation et puis on se retrouve à l'issue de celle-ci. Bonjour à tous. Donc, comme Nicolas l'a introduit, donc moi je suis Nathalie Vouillon, je suis responsable des PME et de l'innovation au département des politiques publiques à l'UCAP. Donc, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? C'est qu'au quotidien, j'accompagne les PME et les startups sur le sujet de la commande publique. Sujet vaste et je vais essayer aujourd'hui d'introduire les choses. N'hésitez pas voilà, à poser des questions et j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, je vais tenter de partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. Hop là. Nicolas, tu me dis avec un pouce, voilà, si c'est Super. OK. Donc, je vais démarrer tout de suite. C'est assez dense. Je vais essayer d'avoir un rythme assez soutenu, mais voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire par la suite. Alors, je n'arrive pas à passer mes slides. Hop, hop. Excusez-moi. Je pense que je vais revenir. Ça a l'air de marcher. Voilà. Donc tout d'abord, voilà, je voulais démarrer un petit peu par les chiffres. Alors, je ne vais pas vous assommer avec 36 chiffres parce que voilà, je pense que ça peut être assez rébarbatif, mais l'idée, c'était bien de vous montrer de manière très concrète. Et donc, quand je dis concret, c'est par des chiffres que les PME, les startups, alors là, on a plutôt un accès PME, mais que les PME ont vraiment leur place dans le cadre de la commande publique. Donc, si je reprends les chiffres globaux de 2022, qui ont été répertoriés par l'Observatoire économique de la commande publique, donc en 2022, on avait plus de 235 000 marchés, donc ce qui représente un volume d'affaires au maximum, au minimum, on va dire plutôt, de 160 milliards d'euros. Pourquoi je dis au minimum? Parce que ce sont des marchés que nous avons, enfin, qui ont été recensés par l'Observatoire, sachant que, je pense, comme vous le savez, les marchés publics, c'est des choses qu'on doit publier. Il y a quand même des fois des marchés qui passent sous les radars. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est à minima une somme globale de 160 milliards d'euros. Ça représente quand même un gros volume d'affaires. Sur les pourcentages, en fait, sur la répartition en termes de pourcentage sur les marchés, les marchés donc, où il y a le plus gros volume d'affaires, enfin, en nombre, ce sont les services. Ensuite viennent les travaux et puis les fournitures. Et donc, dans tout ce volume-là, on a quand même une part importante, en tout cas non négligeable, des PME qui ont accès à la commande publique, puisqu'on a plus de 60% des parts de ces marchés-là qui sont obtenus par des PME. Donc finalement, qui achète le plus? C'est un peu, voilà, je pense que c'est ce qui est intéressant de savoir pour vous. Si on
comment dire, si on raisonne par typologie d'acheteurs, donc vous avez l'État, les secteurs hospitaliers, les collectivités territoriales, et puis autres, on va dire que c'est tout ce qui est opérateur d'État, tout ce qui est acheteur, tous les acheteurs qui ont des services de mission publique. Finalement, ce sont les collectivités territoriales qui, en 2022, achetaient le plus. Et je pense que c'est pas une surprise, que ce soit en nombre ou en montant. On est voilà, sur des volumes assez conséquents et ce sont plutôt les collectivités territoriales qui vont acheter le plus. Et ces collectivités territoriales, elles vont acheter le plus à qui? Bah, finalement, aux PME. Donc à 65 elles vont acheter, elles vont passer en priorité leur marché auprès des PME. Et donc voilà, c'est pas étonnant, puisque les collectivités ont aussi, comment dire, des actions de développement économique territorial sur leur territoire. Donc c'est auprès d'elles en fait que finalement la cible des acheteurs est la plus aisée à atteindre. Donc maintenant, je vais revenir voilà, sur un contexte général. Alors, vous le savez peut-être, mais il y en a peut-être que vous allez découvrir, c'est finalement qui sont les acheteurs publics. Alors, on a parlé de l'État, forcément, l'État, les ministères, les opérateurs. Donc, les opérateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tous ceux qui ont des missions de service public, le CNRS, Pôle emploi. Vous avez donc les collectivités, tout type de collectivités, on va dire de la mairie jusqu'à la grande métropole, les départements et les régions, les hôpitaux, les universités et les écoles. Les pompiers, bien sûr, mais vous allez retrouver aussi les bailleurs, les musées et puis, bah, des fois des organismes qui sont moins identifiés, c'est la SNCF, la RATP et les CCI. Tous ces acheteurs-là, ils respectent le même fonctionnement en termes d'achat. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont un achat à passer, qu'ils ont un besoin, qu'ils ont identifié un besoin, qu'ils ont un achat à passer, ils vont devoir évaluer le budget qu'ils vont allouer, à leur achat et ce budget-là, ils vont le comparer au seuil du code des marchés de la commande publique. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que généralement, c'est pour ça que quand vous allez avoir des discussions avec des acheteurs, ils vont évaluer, pour combien ils vont en avoir à passer par vous, en tout cas à acheter votre solution, et c'est ça qui va leur dire, voilà, sur quelle procédure d'achat ils doivent se diriger. Donc si je reviens sur le contexte général et aussi, voilà, sur les grands principes de la commande publique, mais qui gèrent toutes les en fait, qui vont en tout cas gérer toutes les relations que vous allez avoir avec les acheteurs publics, dès le premier euro dépensé, ils vont devoir à justifier de la bonne utilisation des données publiques. C'est la grosse différence avec le privé. Le privé, voilà, vous faites un achat, c'est l'achat généralement que vous passez avec, que ce soit une entreprise ou même nous, en personnellement, c'est notre argent, donc on le dépense comme on veut. La grande différence avec les acheteurs publics, c'est, bah, ils utilisent des deniers publics. Donc dès le premier euro, ils vont devoir démontrer qu'ils utilisent bien les deniers publiques, qui vont allouer à leur achat. Et donc, il y a 3 conséquences à ça, qui vont être liées, à la manière dont ils vont présenter, leur projet d'achat, aux entreprises. Ce qu'on appelle, nous, les grands principes, dans le code de la commande publique, c'est la liberté d'accès, c'est-à-dire que toutes les entreprises puissent, répondre, à la procédure d'appel d'offres, si c'est une procédure d'appel d'offres, mais en tout cas, qu'elles puissent avoir accès, aux procédures. La transparence des procédures, c'est-à-dire que ce soit clair pour eux de savoir ce qui leur est demandé, dans le cadre de l'achat et l'égalité de traitement. Et ça implique 3 autres choses, je pense que vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi, voilà, des fois, les relations avec les acheteurs publics ne sont pas si simples. La première, c'est qu'on ne fait pas de préférence pour les entreprises françaises ou locales. C'est-à-dire que sur un appel d'offres, si vous avez une entreprise, chinoise, une entreprise, américaine ou une entreprise française, on n'a pas le droit de faire une préférence parce qu'une des entreprises est française. C'est-à-dire dire qu'on prend cette entreprise au seul titre qu'elle est française. Il n'y a pas de préférence non plus pour les produits made in France. Et ça, je peux comprendre qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment dans les médias, ça peut se faire sauter sur vos fauteuils. Mais effectivement, dans le cadre de la commande publique, si on parle d'appel d'offres, lorsqu'on ouvre un appel d'offres, on n'a pas le droit de mettre qu'on veut des produits qui sont seulement made in France. Et puis, dernier point, pas de préférence pour les startups et les PME. C'est-à-dire que quand on ouvre un appel d'offres, on ne peut pas dire c'est un appel d'offres qui est uniquement réservé aux PME et startups. Je vais préciser juste un petit point, ça ce sont donc les règles de la commande publique, ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre en premier lieu dans un appel d'offres. Maintenant, ça ne veut pas dire que par un jeu d'écriture,
ces trois, c'est-à-dire le Made in France ou le fait que ce soit préférentiellement des startups et des PME, ça n'apparaisse pas. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de le mettre en premier lieu dans un appel d'offres. Et puis voilà, un principe voilà, que je rappelle, même si peut-être vous le savez, c'est qu'on va analyser les offres uniquement sur des éléments qui sont directement reliés à la nature de ce qui est acheté. C'est-à-dire que si on a un besoin, une entreprise, enfin une collectivité, pardon, émet un besoin d'acheter des vélos, vous vendez des vélos, on va uniquement vous analyser votre offre à partir de ce que vous vendez, c'est-à-dire des vélos. Même si à côté vous vendez des voitures ou vous vendez des tricycles, ce ne sont pas des éléments qui rentreront dans l'analyse de l'offre. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça pour vous? Alors, je l'ai mis un peu en ce que j'appelle moi le parcours acheteur, parcours entreprise. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Si on découpe finalement une procédure quelle qu'elle soit, une procédure, la procédure que l'acheteur va devoir réaliser, il y a 4 grandes étapes. Lorsqu'un acheteur émet un besoin, en tout cas, ou alors on lui a émis un besoin et qu'il a besoin de passer une procédure d'appel d'offres, il y a 4 grandes étapes. Une première étape qu'on appelle la veille, la seconde, le sourcing, la troisième, la procédure en tant que telle, et puis ensuite l'exécution de la procédure, ou autrement dit, le contrat. Sur tout ce qui est étape de veille et de sourcing, c'est là où finalement, en tant qu'entreprise, en tant que start-up et PME, vous allez avoir le plus d'influence, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la procédure, elle n'est pas encore lancée. Donc, si je passe plus particulièrement sur l'étape de veille, c'est un moment où les acheteurs, généralement, ils sont assez détendus, puisque voilà, ils n'ont pas encore lancé leur procédure, ils font de la veille, ils essayent de voir ce qu'il y a sur le marché, ils essayent d'affiner leurs besoins, de voir quels gains ils attendent aussi en répondant à ce besoin-là. Ils regardent les business models des entreprises, ils évaluent le coût complet qui va être lié à leur achat, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, dans une procédure d'achat, se dire, voilà, j'ai besoin de tables, mais finalement, si j'achète des tables, je vais avoir besoin de chaises aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir un coût complet de ce que va leur coûter l'opération. Et puis, ils vont regarder aussi si ils y mettent des critères innovants ou des critères RSE. Et le mot indice est lié aux critères innovation, c'est-à-dire ils vont potentiellement utiliser dans ce cas-là la méthode du faisceau d'indices. Je reviendrai peut-être un peu après là-dessus, qui est spécifique aux achats innovants. Donc voilà, en termes de sourcing, quand ils vont passer à l'étape de sourcing, pardon, le besoin il commence à être affiné, les gains commencent, voilà, ils commencent à savoir à peu près ce qu'ils veulent. Là, ce qu'ils vont vraiment regarder en particulier, c'est la capacité des entreprises à répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'en première phase, on est encore ils sont encore dans une étape où ils affinent. Sur le sourcing, c'est déjà beaucoup plus resserré en termes de cahier des charges. Et là maintenant, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les entreprises qui vont pouvoir répondre à leurs besoins, d'identifier les entreprises qui seraient en capacité d'y répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse peur d'un acheteur aussi, c'est de lancer un appel d'offres et qu'il n'y ait aucune entreprise qui puisse se positionner. Euh, Procédure, je n'en parle pas trop parce que voilà, là, on est vraiment dans la procédure très juridique et je pense que vous avez tous entendu parler, en tout cas, des acheteurs qui vous disent, écoutez, moi, je suis en procédure, je ne peux pas échanger avec vous. Donc, à ce niveau-là, les échanges avec les acheteurs sont vraiment très, très réduits. Donc voilà, juste voilà, c'était pour faire un petit focus sur la veille et sourcing. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment c'est à ces étapes-là que vous avez le plus, en tout cas, vous aurez le plus d'influence et vous pourrez le plus échanger avec les acheteurs. Comme je disais tout à l'heure, sur la veille, on est vraiment sur des focus sur des points essentiels, besoins, business model, la RSE, l'innovation, mais c'est aussi à ce moment-là, pour vous, que vous allez pouvoir recueillir des informations. Et c'est très important voilà, de savoir qui est votre interlocuteur. Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est l'utilisateur de la solution? Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Est-ce que c'est un prescripteur? Quels sont ses points d'intérêt? Est-ce que sur cet achat-là, il va vouloir avoir absolument des critères RSE? Il va vouloir mettre en place même des clauses RSE? Quel est son calendrier? Est-ce que ce qu'il souhaite acheter pour l'année ou est-ce qu'il a un calendrier à moyenne ou à longue échéance? Quelle procédure d'achat il va utiliser? Est-ce qu'on est sur de l'appel d'offres ou est-ce qu'il y a aussi d'autres procédures d'achat qui, qui existent? Et quel est le business model et les termes financiers envisagés? Est-ce qu'on est sur de la location ou de l'achat typiquement? Donc l'idée vraiment à ce moment-là, en veille, c'est vraiment de discuter avec l'acheteur pour avoir pour vous-même avoir la réponse à la question, c'est de savoir est-ce que ce client, il est réellement fait pour vous? Est-ce que vous allez être en capacité de répondre à son besoin? Est-ce qu'il est en adéquation avec votre business model? Est-ce que voilà.
Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se poser toutes ces questions-là et où vous allez pouvoir aller le plus loin en échange avec l'acheteur. Sur le sourcing, quand vous allez passer en étape de sourcing, ça veut dire donc que l'acheteur est sur un comité plus restreint d'entreprises. Sur la veille, il peut avoir vu alors peut-être plus d'une dizaine d'entreprises qui pourraient potentiellement répondre à son besoin. En étape de sourcing, l'acheteur, il est vraiment sur un comité beaucoup plus restreint, on va dire 4-5 entreprises. C'est déjà beaucoup plus formalisé, c'est-à-dire il va sûrement avoir un questionnaire ou un entretien de visite. L'idée pour lui, c'est de répondre à déjà un des grands principes de la commande publique, c'est de vous traiter tous sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il va poser les mêmes questions à toutes les entreprises. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce qui est très important, c'est d'être factuel et précis. C'est-à-dire que là, il va vous parler d'un business model, il faut être précis. Quel est votre business model? En termes d'innovation, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Est-ce que vous vous déclarez du CIR, par exemple? Est-ce que vous êtes une jeune entreprise innovante? Voilà, tous ces aspects-là qui pourraient rentrer dans le cadre. Et là, c'est très important d'être précis parce qu'en fait, c'est ce qui va, lui servir derrière pour affiner son cahier des charges. Et puis, bien sûr, vous pourrez toujours recueillir de l'information, mais de manière générale, les acheteurs seront déjà un peu plus moins ouverts qu'en phase de veille. Pardon. Alors, quelles sont les évolutions, des attentes des acheteurs publics? Je pense que vous l'avez peut-être, vu quand vous êtes passé si vous avez fait des actions de prospection avec des acheteurs publics. On a beaucoup maintenant de réglementations autour de l'environnement, du social. Donc on l'a vu avec, des évolutions législatives, hein, la loi AGEC, la loi climat et résilience qui, imposent, des critères de RSE dans les appels d'offres. Et puis tout ce qui va être PME et localisme, c'est vrai que ce sont des choses qui apparaissent de plus en plus. Alors, comme je vous disais, on n'a pas le droit de le mettre en tant que tel sur des appels d'offres, mais en tout cas, il y a un jeu d'écriture à faire, pour des fois sur certains appels d'offres, privilégiés. Alors même si je ne devrais pas le dire comme ça et en plus je suis, enregistrée donc je ne devrais pas du tout le dire, mais en tout cas, peut-être favoriser des entreprises qui sont plus locales. Typiquement, si je prends un exemple, on pourrait imaginer que sur certains appels d'offres, il y ait comment dire? Un critère sur, tout ce qui est, maintenance, qualité avec, un délai d'intervention et dans ce cadre-là, en tout cas, si on est sur de l'achat de produits, on peut imaginer que les entreprises, qui seraient plus proches, de l'acheteur, seraient favorisées. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà à ce stade-là, Nicolas, sinon je continue? Oui, excuse-moi Nathalie, j'ai essayé de me Ouais. reconnecter. Non, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de questions. Je te propose de continuer. Très bien, donc voilà, donc pour continuer sur tout ce qui est, aspect veille et sourcing, vos difficultés principales à ce niveau-là, c'est vrai, c'est de connaître le projet des acheteurs. Bien évidemment d'accéder aux acheteurs. J'ai beaucoup d'entreprises qui me disent: «Très bien, mais nous les acheteurs ne veulent pas nous parler, on a beaucoup de difficultés à les rencontrer». Une des manières d'accéder aux acheteurs, c'est, de les rencontrer. Souvent, ils font de la veille sur les salons. Vous avez même des salons, qui sont, vraiment, qui sont liés aux achats publics. Je sais que typiquement dans le 77, une fois par an, il y a le salon des achats publics qui est organisé. Cette année, je crois que c'était à Fontainebleau et donc là, vous allez avoir, des acheteurs publics, de toute organisation qui vont échanger avec eux, avec vous, vous allez pouvoir échanger, pardon, avec eux sur leurs projets d'achat, et c'est vraiment important de les rencontrer à ce niveau-là, surtout quand vous portez des solutions innovantes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, il y a une difficulté supplémentaire quand vous portez des solutions innovantes, c'est que si elles sont innovantes, c'est que, de fait, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas encore des fois, mises en place sur des marchés, donc elles ne sont pas identifiées. Si l'acheteur n'a pas identifié votre solution avant de monter son appel d'offres, il y a très peu de chances, voire 0 de chance, que celle-ci soit, bien cadrée dans le cadre comment dire? D'une procédure d'appel d'offres ou d'une procédure d'achat. Et puis bien sûr, être intégré au sourcing. L'idée, voilà, c'est dans un premier temps contacter l'acheteur, avoir un lien avec des acheteurs et puis ensuite pouvoir, être intégré dans comment dire? Cette phase de sourcing où il y a beaucoup moins d'entreprises qui sont identifiées. Donc les solutions quand même, il en existe quelques-unes pour pouvoir, connaître le projet des acheteurs. Vous avez déjà des plans prévisionnels d'appel d'offres qui sont publiés. Nous, c'est le cas à l'UGAP, j'y reviendrai tout à l'heure et de toute façon, je vous mettrai les liens. On a sur notre site, notre plan prévisionnel d'appel d'offres qui est publié. C'est-à-dire que pour les 2 ans à venir, vous avez les projets d'achat de l'UGAP.
Et après, voilà, tout le travail est d'identifier l'acheteur à l'UGAP et puis de pouvoir le sonder comme je vous l'ai expliqué. Vous avez du e-sourcing, c'est-à-dire que voilà, aller sur des réseaux professionnels comme LinkedIn où vous avez des acheteurs qui sont identifiés. Travailler avec des réseaux, donc avec j'ai mis, la French Tech Grand Paris, mais vous avez aussi Atraxis pardon, qui connaît peut-être voilà des réseaux d'acheteurs. Voilà, c'est vraiment effectivement le point le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'identifier les acheteurs qui seraient intéressés par votre solution pour ensuite pouvoir discuter avec eux. Ah, ouais, excusez-moi. Hop là. Donc voilà, vous avez quand même des plateformes qui existent. Alors sur les procédures cette fois-ci plutôt. Alors en termes de procédures, vous avez des procédures qui vont être, les procédures de l'UGAP par exemple, elles sont nationales, c'est-à-dire que nous quand on ouvre un appel d'offres à l'UGAP, c'est pour toute la France. Mais vous allez aussi avoir des, plateformes qui vont vous identifier qui vont identifier pour vous des appels d'offres qui sont, localisés, donc sur une région ou sur un département. Et vous en avez d'autres qui vont être thématisés aussi. C'est-à-dire que vous avez des plateformes qui sont uniquement, sur un secteur d'achat. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. De toute façon, je partagerai je donnerai ma présentation à Nicolas. Mais c'est intéressant, voilà, d'avoir vraiment un maillage assez fin au niveau des départements et des régions. Pourquoi? Parce que généralement, sur ce maillage plus fin, vous avez aussi, une recherche des PME et des entreprises du territoire. Vous avez ensuite une plateforme, de l'État, qui s'appelle Place, où là-dessus, vous allez retrouver aussi tous les projets d'achat de l'État, donc des ministères, qui vont entrer en vigueur. Donc là, l'idée aussi, c'est de voir sur lesquels vous pourriez vous positionner. Alors en région parisienne, la plateforme la plus connue et peut-être que certains la connaissent, c'est la plateforme de Maximilien, du GIP Maximilien, qui recense l'ensemble des appels d'offres, d'Île-de-France. Donc là, vous allez retrouver effectivement les appels d'offres de l'UGAP, mais vous allez aussi retrouver les appels d'offres de toutes les collectivités, qui passent leur propre appel d'offres, sans passer par l'UGAP. Le mode opératoire, il est pratiquement toujours le même. Ce sont des consultations qui sont gratuites. Alors voilà, faites bien attention parce que vous avez quand même aussi des fois des plateformes, payantes qui assurent la veille pour vous. Mais vous avez quand même pléthore de plateformes qui sont gratuites. Et comme je disais, elles fonctionnent toujours de la même manière. C'est qu'une fois qu'un appel d'offres est publié sur la plateforme, vous avez l'opportunité de poser, des questions, et réponses. C'est en ligne. Là où il faut bien faire attention, c'est que les questions et les réponses sont publiques, et les réponses sont en ligne. On est toujours, voilà, aligné, au grand principe de la commande publique, c'est-à-dire que toutes les entreprises doivent avoir le même niveau d'information. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, si vous posez une question et qu'elle peut être, un peu touchy pour vous, voilà, c'est peut-être pas voilà, c'est à vous de voir, mais, c'est peut-être pas le bon moment que de la poser, sur la plateforme. Et vous avez un eurodatage à la seconde puisque, si vous répondez à l'appel d'offres via ces plateformes-là, vous savez que sur les appels d'offres ou sur en tout cas toutes les procédures, vous avez une deadline et donc des fois ça peut être important, notamment s'il y a des référés. Sur les procédures existantes, donc comme je vous disais, tout à l'heure au préalable, les acheteurs vont comparer donc, le budget qu'ils vont allouer, à leur achat au seuil et c'est ces seuils-là qui vont leur dire, voilà, quelle procédure acheter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les seuils, ils dépendent du statut de l'acheteur et de la nature de l'objet acheté. Alors je vous ai mis un exemple pour les fournitures, parce que voilà, il y a aussi les services et les travaux, mais je vous ai mis juste pour les fournitures. Effectivement, entre l'État et les collectivités territoriales, alors tout ce qui est procédure de gré à gré en dessous de 40 000 €, ce qu'on appelle aussi, je pense que vous connaissez, c'est la règle des 3 devis. Ce sont des procédures où il n'y a pas de publicité, on n'a pas à faire de publicité. L'acheteur a un besoin, il évalue que c'est à moins de 40 000 €, il rencontre des entreprises, il a quand même un petit dossier, mais en tout cas, c'est très allégé et il va prendre l'entreprise qui lui correspond le mieux. Voilà. Heu, Toutes ces procédures, en tout cas, le formalisme de ces procédures, il s'accroît avec avec la croissance, avec le volume d'achat. C'est-à-dire que plus ça va être cher et plus le formalisme va être compliqué. Le plus compliqué étant, comme vous le savez, c'est l'appel d'offres. Au niveau des seuils, ce qu'il faut retenir aussi, il faut retenir ce qu'on appelle nous la notion d'opération.
C'est-à-dire que lorsqu'on parle des 40 000 €, quand je vous dis voilà, qu'en dessous de 40 000 €, voilà, vous pouvez passer par une procédure de gré à gré, c'est beaucoup plus simple. Il y a quand même quelque chose à prendre en compte, et c'est la notion d'opération. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des 40 000 €, on parle du montant de l'opération. Je reprends mon exemple tout à l'heure de table et de chaise. Imaginons voilà, que vous vendiez des tables, vous répondez à un appel d'offres et enfin vous répondez pardon, à une procédure de gré à gré, et vous dites à l'acheteur: «Bah, écoutez, moi je suis à 20 000 €, 30 000 €, donc voilà, je suis en dessous, on peut passer au gré à gré». Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acheteur, lui, va devoir acheter sûrement des chaises avec. Quand il ajoute les chaises, il est à 41 000 €. Et donc à ce moment-là, c'est toute la procédure, c'est tout le montant de l'opération qu'il va falloir prendre en compte et pas simplement les chaises la table, même si vous ne vendez que des tables. Donc ça, c'est la première chose et c'est ce montant total qui va comparer au seuil. Là, typiquement sur mon exemple, s'il est à 40 000 €, la procédure de gré à gré n'est plus possible. La seconde chose sur laquelle il va falloir faire attention, c'est que, lorsqu'on parle de notion d'opération et donc de seuil aussi, il y a aussi un effet spatio-temporel. Je prends l'exemple des logiciels. Vous vendez un logiciel, la première année, vous êtes à 21 000 €, voilà, une licence, annuelle de 21 000 €, très bien, pas de souci, l'acheteur est en dessous des 40 000 €, on est sur une procédure de gré à gré, ça semble assez simple. Seulement, un renouvellement est prévu de l'abonnement et au bout de la deuxième année, bah, vous allez refacturer 21 000 € et donc vous allez passer à 42 000 €. Ah bah, là, il y a encore un souci parce que là, 42 000 €, pareil, vous êtes au-dessus, du seuil des 40 000 € de procédure gré à gré. Donc il n'est plus possible de passer par cette procédure et donc l'acheteur ne pourra pas vous acheter par une procédure de gré à gré. Il devra passer par du MAPA ou, de l'appel d'offres. Donc c'est très important, quand vous allez avoir enfin en tout cas échanger avec l'acheteur, que ce soit pendant la phase de vaille ou de sourcing, de lui demander, quel est son quand on parle de projet d'achat justement, c'est de lui demander s'il va y avoir un renouvellement de l'abonnement. Parce que ça vous donnera tout de suite, enfin vous aurez tout de suite en tête sur quelle procédure d'achat il passera son opération. Alors, un petit focus sur l'innovation, puisque voilà, vous êtes des startups, vous êtes des PME innovantes, donc je pense que c'est d'intérêt pour vous. Il existe, depuis, fin 2018, ce qu'on appelle le décret de Noël, décret d'innovation, qui est une procédure de gré à gré qui vous permet, de rehausser le seuil des 40 000 € à 100 000 €. Je m'explique. C'est une procédure qui permet pour toutes les solutions qui sont dites innovantes, de pouvoir, passer par une procédure de gré à gré jusqu'à 100 000 € hors taxes. Donc pour ça, en fait et je le précise bien, c'est l'acheteur généralement enfin c'est pas généralement, c'est l'acheteur qui va choisir la procédure d'achat qu'il veut utiliser et donc pour utiliser le décret d'innovation, il va devoir prouver que la solution que vous lui vendez, elle est innovante. C'est un impondérable. Comme je disais tout à l'heure, les acheteurs publics doivent démontrer qu'ils utilisent, enfin, qu'ils font une bonne utilisation des deniers publics. Prouver, qu'on utilise un décret d'innovation parce qu'une solution est innovante, c'est un impondérable. Donc pour prouver, que c'est une solution innovante, alors même si vous, peut-être que de votre côté, vous allez vous dire: «Bah oui, j'ai eu, voilà, c'est une solution qui est issue d'un doctorat, j'ai, fait, 10 ans, de R&D sur mon produit, donc forcément il est innovante». Je conçois que pour vous, elle le soit. Pour l'acheteur, il a vraiment besoin lui de le prouver et selon les acheteurs que vous pouvez, avoir en face de vous, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc il est, l'acheteur et je pourrais vous l'envoyer aussi, va être accompagné d'un guide pratique de l'achat public innovant, donc qui est mis, à disposition par la direction des affaires juridiques, de Bercy, et dans laquelle est décrite la méthode du faisceau d'indices, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La méthode du faisceau d'indices, c'est une méthode, comme je vous ai mis une illustration sur la droite. C'est une méthode à 360 qui va permettre de prouver à l'acheteur, c'est sous forme de plusieurs questions, plusieurs thématiques, qui va permettre de lui prouver que ce qu'il achète, c'est bien de l'innovation et que du coup, comme c'est de l'innovation, il peut utiliser cette procédure de gré à gré, jusqu'à 100 000 €. Et donc ce que je vous conseille sur cette partie-là, c'est, surtout si vous vendez des solutions produits innovants, c'est de préparer cette partie-là. Vous avez des fois des acheteurs qui sont, bien sensibilisés à l'innovation, qui sont en plus des fois sur le même secteur que vous, donc qui connaissent bien l'environnement, thématique, et technique. Des fois, vous pouvez tomber sur des acheteurs qui voilà, qui, sont moins à l'aise avec l'innovation
ou qui ne connaissent pas du tout votre domaine. Typiquement, si vous vous vendez une solution basée sur l'intelligence artificielle, voilà, je pense que vous allez réduire la voilure en termes d'acheteurs. Et donc, moi, ce que je conseille sur cette partie-là, c'est de reprendre point par point les questions et de les préparer à l'avance. Vous allez grandement faciliter l'acheteur et vous allez le soulager. Sur le parcours entreprise et procédure, vous avez la possibilité, alors je vous ai mis un peu des illustrations de Fortnite. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la possibilité sur les procédures de répondre seul ou ensemble, c'est-à-dire avec d'autres entreprises. Et c'est important, c'est pas pour autant que votre candidature sera moins bien évaluée, pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas des fois sur des appels d'offres, vous voyez que voilà, vous avez dans votre réseau des entreprises qui pourraient compléter l'offre. C'est vraiment apprécié même des fois de répondre de répondre à plusieurs en groupant d'entreprises. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je ne vois pas le Bon, il te reste, je pense encore, 10 bonnes minutes. ah ouais, donc il va falloir que j'aille très, très vite. Heu Je vais aller très vite. Bon, là, c'était voilà, j'avais fait un petit focus sur la gestion du contrat et précautions, mais je vous enverrai les slides, donc vous les aurez. L'idée, c'était surtout de faire bien attention. C'est vrai que quand on travaille avec le secteur public, c'est pas la même chose que le secteur privé. Donc il y a quand même des choses à prendre en compte. Dans les principes élémentaires et j'irai très vite après sur la suite, mais les principes élémentaires, on ne commence pas les travaux sans bon de commande. C'est-à-dire que les acheteurs publics, tant qu'ils n'ont pas, émis de bons de commande, ils ne peuvent pas vous payer. Donc, voilà, donc ne jamais commencer des travaux si on ne vous a pas envoyé un bon de commande associé. Donc pareil, on ne facture pas une prestation non livrée ou non réalisée et on ne réalise que des prestations prévues dans le contrat. Je vais expliquer très rapidement. Les acheteurs publics, ils ont aussi des réglementations à suivre, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas, voilà, vous payer tant qu'ils n'ont pas de bon de commande et tant que tout ce qui n'a pas été réalisé sur ce bon de commande n'a pas été fait, ils ne peuvent pas vous payer. Je reprends l'exemple des logiciels. Vous vendez un logiciel, vous avez une partie de formation qui est au préalable, voilà, qui est préalable à l'utilisation du logiciel. Ce qui peut se passer, vous le mettez sur le même bon de commande, donc formation logiciel, installation du logiciel. Généralement, l'installation du logiciel, c'est vous qui la faites, ça va très, très vite. La formation, il se peut que voilà, qu'il y ait, une étape, voilà, qu'il y ait un covid qui passe par là. Tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué de réunir des collaborateurs et l'entreprise, enfin, en tout cas l'acheteur, met du temps pour réunir, les personnes qui vont devoir assister à la formation. Donc au lieu de mettre 1 mois, vous allez peut-être avoir 6 mois. Et bien, si vous avez mis la formation et la mise à disposition du logiciel dans le même bon de commande, tant que vous n'avez pas fait la formation, vous ne serez pas payé. Donc, ce qui veut donc dire que vous pouvez générer vos propres impayés auprès des clients publics. Donc toujours faire attention à ça. Je passe très vite. Bon, sur les principes de paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture. Comme je l'ai mis, c'est pas toujours vrai, ça va dépendre des acheteurs publics. Vous pouvez faire des demandes d'avance, de 5 par défaut dans un marché. Après, il y a possibilité d'avance plus élevée, donc ça à négocier avec l'acheteur, notamment sur des marchés qui vous demanderez beaucoup de BFR. C'est des choses qui se font. Voilà, je vous enverrai, il y a quelques exceptions, mais je vous enverrai tout ça parce que voilà, maintenant ce que je voudrais passer, c'est, à l'UGAP et vous expliquer comment on fonctionne à l'UGAP, puisqu'on est quand même un acteur particulier de la commande publique. Donc l'UGAP, nous, on est une centrale d'achat, c'est-à-dire qu'on va se positionner entre les fournisseurs et les clients publics. Donc si vous l'avez bien compris, tout à l'heure, un acheteur public quand il a besoin de faire un achat, il va évaluer son budget, hem et on va dire que ça se complique quand quand il a des gros achats à passer, puisqu'il doit passer par des appels d'offres. Ce qu'il faut savoir c'est que le montage d'un appel d'offres en lui-même, ça prend plusieurs mois et qu'en coût ETP, ça coûte, alors ça dépend des clients, mais entre 10 000 à 15 000 €. Ça veut dire que l'acheteur public va déjà dépenser 10 000 à 15 000 € sans même avoir identifié son fournisseur et encore moins sans avoir passé son achat. Et puis c'est un certain nombre voilà, c'est assez long, puisqu'on est quand on est sur des procédures d'appel d'offres, on peut aller sur plusieurs mois, à l'UGAP, on a même sur quelques années. Donc voilà. Donc, nous, l'UGAP, notre rôle à nous, c'est de monter des appels d'offres pour le compte des acheteurs publics. Comment on va faire? On va monter des appels d'offres. Quand je dis monter des appels d'offres, c'est qu'on va les écrire, on va monter la procédure d'appel d'offres. On va sélectionner un fournisseur,
donc en fonction du code de la commande publique, hein, assez classique. Une fois que le fournisseur a été identifié, a été choisi à la fin de l'appel d'offres, on va lui acheter ses produits, ses services, ses solutions qu'on va ensuite revendre au client public. L'avantage, c'est que le client public, quand il achète à l'UGAP, il n'a pas lui-même à acheter avec un appel d'offres. Comment on se rémunère, pardon, on se rémunère par une marge qu'on fait entre l'achat et la revente. Donc on est une structure publique, l'UGAP. Donc quand je dis qu'on fait une marge, c'est une marge de fonctionnement. C'est-à-dire que cette marge, elle va nous servir à être à l'équilibre, donc à payer voilà, nos salaires, mon salaire, et puis à payer nos frais de fonctionnement. L'idée n'est pas de faire 20 de marge pour pouvoir après partir en séminaire aux Bahamas. Heu, sur le nombre de marchés qu'on a actuellement, on a plus de 3000 marchés en ce moment à l'UGAP. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'UGAP, c'est la grosse machine à appel d'offres. Et ces marchés publics, en fait, ils vont nous permettre de commercialiser des solutions auprès des clients publics, qui sont à peu près enfin, qui sont plus de 22 000 actuellement, uniquement sur le territoire français. En quelques chiffres, alors ce sont les chiffres de 2022, ceux de 2023, on est en train de les faire valider. On est en chiffre d'affaires donc à 5,9 millions de chiffre d'affaires. On est quand je disais qu'on était une centrale généraliste, on est sur 5 univers produits. Le plus gros univers, étant l'informatique. Vous trouverez ensuite les véhicules, les services, le médical, le mobilier, équipement général. Je précise que c'est dans les véhicules qu'on va trouver tout ce qui est solutions d'incendie, secours et protection. Sur nos clients aussi, hein, ils sont, on a, tout type de clients, à l'UGAP. On n'est pas une centrale d'achat qui est sectorisée. Donc, vous allez trouver, en premier les ministères, ensuite, au même niveau, hein, que les ministères, en tout cas en termes de volumétrie de commandes, les collectivités territoriales. Et là, pareil, on va, travailler autant avec les mairies, qu'avec, voilà, des grosses métropoles, les départements, les régions. Et puis le domaine de la santé aussi, avec les acteurs de la santé. Sur nos fournisseurs, on en a actuellement, alors là, c'était en 2022, on était à 700 et je crois qu'on en a encore un peu plus maintenant. 700 fournisseurs, dont 74 pardon, pour être précis, sont des ETI, des PME, avec, une majorité d'entreprises qui sont implantées en France. Nos marchés, donc les plus de 3000 marchés, nous permettent de générer, à l'année plus d'1 million de commandes, voilà, qui vont vers nos 23 000 clients. Donc, quand vous remportez un appel d'offres à l'UGAP, bah, vos solutions, peuvent être potentiellement vendues, à l'ensemble de ces 23 000 clients. Ce qui implique, un forcé un comment dire? Cette volumétrie, en fait, elle implique un fonctionnement particulier de l'UGAP. C'est comme vous l'avez compris, on est, voilà, quand on ouvre un appel d'offres, il faut qu'il soit adressable à un maximum de clients. Donc, je veux dire, pas dans tous les domaines, mais en informatique, c'est le domaine là où on va toucher le plus de clients, donc potentiellement 22 000 clients. Donc ce qui implique qu'on a toujours des gros appels d'offres à l'UGAP. Quand je dis gros appels d'offres, c'est en termes de volumétrie. On est plutôt sur de l'ordre du million, hein, en chiffre d'affaires évalué, sur ces appels d'offres-là, et on est rarement sur du spécifique. C'est-à-dire que, on n'ouvrira pas un appel d'offres typiquement sur, un logiciel en particulier. En tout cas, imaginons un logiciel, de gestion d'équipe. Typiquement, on n'ouvrira pas un appel d'offres, sur ce logiciel-là, mais par contre, vous trouverez chez nous un marché de logiciels qui couvre l'ensemble des thématiques qu'on peut avoir, sur les logiciels et plateformes. Quand je dis pratiquement, c'est parce qu'en fait, on a quand même des exceptions avec la santé où, sur tous nos appels d'offres, tous nos marchés qui sont de la direction santé, ils sont beaucoup plus allotis parce que techniquement, on est sur des produits qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc là, vous allez retrouver, des allotissements plus fins, avec des volumétries plus petites et avec beaucoup plus de start-up et de PME. Les clients quand ils passent par nous, donc quand je dis les clients, ce sont les acheteurs publics. Ils ont plusieurs manières, voilà, de passer par nous, soit, sur notre site directement, soit on a un centre d'appel. Mais aussi, et c'est important que je vous le dise, on a une présence, on a un réseau commercial qui est présent, sur, l'ensemble du territoire, avec, 25 implantations territoriales et avec 8 directions territoriales. Et là, l'idée, c'est vraiment, d'être au plus proche, de nos clients, d'aller sonder quels sont leurs besoins et d'aller répondre à leurs besoins. Donc là, vous avez des chargés d'affaires
qui vont être en lien directement alors avec les SDIS, avec les régions, avec les mairies. Vous avez des chargés d'affaires qui sont spécialisés, chargés d'affaires informatiques, santé, qui vont échanger directement avec les clients, que ce soit sur des besoins à venir ou que ce soit en réponse directe à des besoins qui sont déjà identifiés. Et ça représente, on est 1 500 à l'UGAP. Le réseau commercial représente plus de la moitié de nos effectifs. Alors très rapidement, les avantages, que les clients ont passé par nous, donc les acheteurs publics ont à passer par l'UGAP, ça va être le temps calendaire. Typiquement, voilà, si vous l'avez bien compris, quand on met un appel, quand on a une procédure d'achat, je vais parler de la procédure d'appel d'offres, on est, sur une temporalité de plusieurs mois. Quand on achète à l'UGAP, l'appel d'offres a déjà été réalisé, le fournisseur est déjà identifié, il y a un besoin, voilà, ça peut se faire très rapidement. Quand je dis très rapidement, ça peut être un simple clic, comme ça peut être un appel à son chargé d'affaires, mais en tout cas, c'est très rapide. Le temps homme, forcément, puisque de toute façon, si on passe par l'UGAP, ça veut dire qu'on n'a pas de temps à allouer à une personne qui va monter l'appel d'offres, donc c'est un gain déjà. Le risque juridique, puisque lorsque les acheteurs, le secteur public passe par l'UGAP, le risque juridique est porté par l'UGAP. C'est-à-dire que s'il y a un souci au niveau d'un appel d'offres, c'est l'UGAP qui va devant monsieur le juge et c'est pas l'acheteur public. Donc c'est quand même aussi pas négligeable. Et puis qualité et prix, puisque, à l'UGAP, on est, organisé par secteur. Vous avez 70 acheteurs, sectorisés, donc experts de leur domaine, qui vont travailler avec les fournisseurs pour avoir, voilà, les meilleures qualités, les meilleurs prix. Avantages pour fournisseurs. Et alors il y a 2 couleurs et je vous expliquerai pourquoi. Déjà, c'est le coût des soumissions. Alors même si c'est gratuit, hein, de répondre à un appel d'offres, finalement, vous allez avoir une personne que vous allez dédier dans votre équipe ou même des fois plusieurs personnes qui vont répondre à l'appel d'offres. Donc forcément, c'est du coût OTP. Quand vous répondez à l'UGAP, finalement, vous mutualisez vos réponses puisque, vous répondez à un appel d'offres qui est adressable potentiellement à plus de 22 000 clients. Donc, vous n'allez pas devoir faire appel d'offres par appel d'offres. Les durées de contrat à l'UGAP sont environ de 4 ans. Donc, quand vous remportez un appel d'offres à l'UGAP, vous êtes 4 ans au catalogue. Vous avez une concurrence moindre puisque vous avez l'exclusivité. Quand vous remportez un appel d'offres à l'UGAP, vous avez l'exclusivité de votre marché. C'est-à-dire que si vous vendez, je vais reprendre l'exemple des chaises ou des tables. Si vous revendez des tables, vous êtes le seul à pouvoir en vendre sur votre marché. Une distribution nationale, comme je disais, plus de 22 000 clients sur le territoire français et puis un paiement à 30 jours, puisqu'à l'UGAP, on s'engage à payer tous nos fournisseurs sous 30 jours. C'est-à-dire qu'on fait même de l'avance de trésorerie, puisque même si nous-mêmes, nos clients ne nous payent pas à 30 jours, nous, on vous paye quand même à 30 jours. Ces 4 derniers points, ils sont en orange. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de votre, statut à l'UGAP. C'est-à-dire, est-ce que vous avez remporté un appel d'offres et là, vous êtes titulaire d'un marché? Si vous êtes sous-traitant sur un marché, ces 4 derniers points, malheureusement, vous n'y aurez pas droit. Sur les montants, des achats innovants, à l'UGAP, alors je suis désolée, la slide est très mal placée, elle devait être avant, je pense. Ça représente 158 millions à l'année, donc c'est à peu près un peu plus de 3 des commandes d'achat qui sont, passées à l'UGAP, avec voilà, sans surprise, le premier secteur qui ressort sur l'innovation, c'est l'informatique. Informatique et puis ensuite la santé et les véhicules. J'en reviens, à votre statut à l'UGAP. Donc voilà, il y a 2 manières finalement de rentrer au catalogue UGAP. Le premier, et ça je pense que vous le savez, hein, c'est assez connu, c'est de répondre à un appel d'offres. Donc l'avantage qu'il va y avoir pour vous, c'est que vous allez avoir un lien direct avec l'UGAP. Vous allez profiter d'un portage commercial qui va être assez fort puisque notre réseau commercial, va porter votre offre, des délais de paiement d'UGAP de 30 jours, une concurrence amoindrie, mais par contre, voilà, parce qu'il y a bien une contrepartie, c'est les lourdeurs et aléas de l'appel d'offres que vous allez subir. C'est-à-dire que voilà, vous allez devoir, pendant plusieurs mois, répondre aux appels d'offres, à l'appel d'offres, c'est assez long, et entre temps, vous ne commercialisez rien. La seconde manière, c'est de rentrer en sous-traitance et quand je dis sous-traitance, c'est vraiment, en termes génériques et non techniques. Votre avantage à rentrer en sous-traitance, c'est que vous ne subissez pas, pardon, les lourdeurs de l'appel d'offres. Puisque finalement, c'est l'entreprise qui aura remporté, qui sera titulaire, ce que nous on appelle titulaire de rang 1, qui aura répondu à l'appel d'offres, qui va subir ces lourdeurs. Vous avez la possibilité d'entrer en cours de marché. Effectivement, voilà, comme je vous l'ai dit à l'UGAP, on a des marchés qui durent à peu près 4 ans. Donc imaginons qu'on a un marché de table. Si vous voulez répondre
tant que titulaire de rang 1, donc répondant direct, il va falloir attendre que le marché se finisse pour pouvoir candidater de nouveau. Quand vous êtes en sous-traitance, vous n'avez pas ça, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur le marché vous pouvez rentrer en cours de marché, mais voilà. Mais il y a quand même des contreparties et dans ces contreparties, il y en a une première, c'est que c'est limité aux contrats qui le permettent. Tous les contrats ne permettent pas de la sous-traitance. Vous avez un lien qui n'est pas direct avec l'UGAP, ce qui inclut généralement une marge qui est prise, par le titulaire de rang 1. Donc en fait, vous aurez donc une marge, prise de l'UGAP qui est classique à tout marché, mais aussi une marge qui sera prise par le titulaire de rang 1 qui lui a remporté l'appel d'offres et vous subirez les délais de paiement de l'autre entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise de rang 1, elle sera bien payée à 30 jours puisqu'elle est titulaire à l'UGAP. Par contre vous, voilà, vous ne serez pas payé à 30 jours. Donc voilà, donc les conséquences directes, de notre fonctionnement, à l'UGAP, c'est que finalement et vous le savez, hein, sur les en titulaire, on a énormément de fournisseurs, c'est-à-dire de PME, start-up, grands groupes ETI, qui se positionnent sur nos appels d'offres et finalement, il y en a qu'un qui gagne, hein, et finalement, c'est pas comme aux jeux olympiques, si on est 2e et il se passe rien. C'est-à-dire que c'est retour à la case départ. Donc c'est aussi, voilà, une responsabilité, aussi pour moi, hein, de vous le dire que, donc voilà, je ne veux pas vous vendre du rêve. Je vous explique vraiment comment ça fonctionne et voilà, c'est vrai que, il y a très peu d'élus. Sur la sous-traitance, ce que je voulais ajouter, c'est que le titulaire a son mot à dire. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure que certains, contrats ne permettent pas la sous-traitance, mais sur les contrats qui permettent la sous-traitance, le titulaire a quand même son mot à dire. Il a l'exclusivité du marché, il a remporté son appel d'offres, il a remporté son marché par un appel d'offres. Donc s'il ne veut pas vous faire rentrer sur son marché, quelle qu'en soit la raison, nous, à l'UGAP, on ne pourra rien faire à ce niveau-là. Vous avez quand même des marchés, voilà, où, vous avez la possibilité de rentrer en sous-traitance, donc c'est le marché du logiciel qui est un marché de distribution chez nous, qui fonctionne beaucoup en sous-traitance. Vous avez les marchés de prestations intellectuelles et de conseil. La traçabilité dans le médical et je m'en excuse, c'est un marché qui n'est plus d'actualité, donc vous pouvez le retirer. Mais en tout cas, logiciel, prestations intellectuelles et conseil, ce sont des marchés sur lesquels, il y a énormément de sous-traitance et qui fonctionnent très bien comme ça. On aura bientôt, et j'ai mis 2023, c'est pareil, ce sera plutôt sur 2024, un marché qui va arriver qui s'appelle Territoire de demain, et qui sera, sur une thématique de smart city avec, des solutions, plutôt d'IoT. Je sais qu'il me reste pas beaucoup de temps. Je voulais quand même faire un tout petit focus sur le multi-éditeur et Nicolas, je vais faire très, très vite. Il te reste 4 minutes. 4 minutes? Bon allez, ça va être chaud, mais bon, je vais la Ouais, tenter. allez, triche un petit peu si on verra sur les questions. Le marché du multi-éditeur, c'est un des marchés chez nous, comme je vous disais, qui fonctionne beaucoup avec de la sous-traitance. Pourquoi? Parce que c'est un marché de distribution. C'est un marché d'ailleurs qui s'appelle en entier bibliothèque multi-éditeur et qui concerne tout ce qui va être vente de soft et de plateformes. C'est un marché pour lequel on a volontairement choisi un distributeur de solutions, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs SCC qui est titulaire de ce marché depuis le 25 avril 2023 et l'idée de ce marché, c'est que SCC ne commercialise pas de logiciels en tant que tel, mais passe par des éditeurs de logiciels. Donc actuellement, il y en a 2 365, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont, référencés sur ce marché en tant que titulaires de rang 2. Et c'est un marché, pourquoi voilà, on a choisi un marché de distribution? C'est un marché qui nous permet, d'aller sur tous, les domaines, du logiciel. Donc vous allez retrouver, des logiciels de gestion, des logiciels qui aident à la décarbonation, des logiciels qui vont vous aider à gérer vos équipes. Voilà, c'est vraiment il y a pléthore de solutions. On a quand même quelques petites et je vais y passer, il y a un périmètre sur ce marché, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est un marché qui est de logiciels donc après sur le business model, voilà, que ce soit de l'abonnement ou des licences permanentes, ça pose pas de problème. Vous pouvez le faire passer sur ce marché-là. Vous pouvez aussi, vendre sur ce marché-là les mises à jour, les supports d'installation, supports de documentation, la maintenance et quelques prestations éditeurs annexes. Les prestations exclusives, donc c'est-à-dire c'est des prestations, qui sont uniquement réalisables par vous-même, et des prestations simples qui vont être de l'installation, du paramétrage et bien évidemment de la formation.
sur ce que vous ne pouvez pas faire. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup plus de choses que vous ne pouvez pas faire. Forcément, tout ce qui est matériel et appliance, c'est des choses sur lesquelles voilà, vous ne pouvez pas les passer sur ce marché-là. Je parlais tout à l'heure de l'IoT. Typiquement, l'IoT, ce n'est pas des solutions que vous pourrez référencer sur le marché du multi-éditeur parce que par définition, vous avez du soft et du hard. Vous ne pouvez pas non plus y vendre de la maintenance de matériel, de la tierce maintenance applicative. Vous ne pouvez pas y adosser de la vente de services seul. C'est-à-dire que toutes les prestations hors licence que vous allez faire, vous ne pourrez pas les passer sur ce marché-là. Il faut obligatoirement que les prestations de services que vous commercialisez si vous êtes sur ce marché-là soient adossées à la vente d'un logiciel. Et sur la facturation, voilà, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais c'est surtout, voilà, vous n'avez pas le droit aux frais de déplacement. Et après, voilà, il y a toute une série d'interdictions, mais qui sont liées à la réglementation de la facturation lorsqu'on vend au secteur public. Sur ce fonctionnement, alors quelle est sa chaîne de valeur? Vous, en tant qu'éditeur, donc vous êtes ici. Votre client à vous, sur ce marché, si vous rentrez sur ce marché-là, c'est SCC. Le client d'SCC, c'est l'UGAP et le client final à qui vous allez vendre votre solution, c'est le client de l'UGAP. Donc, c'est l'acheteur public. Cette chaîne de valeur, elle implique deux marges. Une marge qui est prise par SCC. Donc, SCC vont prendre une marge à taux fixe sur les prix que vous allez lui faire. Cette marge, elle est actuellement de 4,7%. Et il va également y avoir une marge qui va être prise par l'UGAP, puisque c'est notre fonctionnement, qui va être sur le prix de revente d'SCC. Donc, vous allez avoir deux ventes cumulatives. Sur la marge prise par l'UGAP, elle varie en fonction du client. Avec certains clients, on a des conventions partenariales qui s'engagent sur des volumétries d'achat. Elle est entre 2,5 et 10%, sachant que pour 80% de nos clients, elle est à 2,5%, cette marge. Donc voilà, donc vous additionnez et donc c'est une marge qui va être prise sur votre prix de vente. Ça à prendre en compte lorsque vous faites votre prix au client final pour rentrer dans vos frais. J'ai mis en pointillé un grossiste. Certains éditeurs passent par des grossistes, mais voilà, ça ne s'applique pas à vous si ça n'est pas le cas. Comment être référencé sur ce marché-là? Il y a une adresse mail à retenir, c'est intégrer le multi-éditeur à tugap.fr. Donc, vous nous envoyez un mail en nous disant, voilà, moi, je suis intéressé, je suis éditeur de logiciels ou je vends, même si vous n'êtes pas éditeur, mais si vous avez une solution logicielle ou une plateforme que vous souhaitez commercialiser au secteur public, vous nous envoyez un mail. Sous 48 heures, on vous envoie les modalités du marché, c'est-à-dire un peu ce que je vous ai expliqué là, mais de manière beaucoup plus détaillée, et des documents à compléter et à renvoyer. Vous remplissez tout ça et puis vous nous le renvoyez et à partir du moment où vous nous le renvoyez, on vous répond sous 24 heures. Nous, ce qu'on va regarder essentiellement à l'UGAP, on va regarder votre scoring financier. C'est-à-dire qu'on va utiliser, alors chez nous, on utilise une plateforme qui s'appelle CreditSafe et on va regarder votre scoring financier. Si celui-ci est au moins de 50 sur 100, on vous dira OK, vous pouvez rentrer au marché. S'il est en dessous de 50 sur 100, on vous dira qu'on ne peut pas prendre votre candidature. Mais par contre, on vous donnera l'opportunité de passer par un autre organisme scoreur. Donc c'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. Si tout va bien et que votre scoring il est au moins de 50 sur 100, très bien, votre candidature elle est acceptée. Donc il va y avoir tout un processus entre l'UGAP et SCC, signature d'avenant, création de compte fournisseur. Et en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'entre le moment où vous allez recevoir un mail où on vous dit votre candidature est acceptée et le moment où vous allez pouvoir commercialiser, il va se passer 6 semaines. C'est-à-dire qu'en 6 semaines, vous allez pouvoir vendre à tout le secteur public en passant par ce marché-là, sur les solutions de soft. Donc voilà, vous aurez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous aurez des identifiants vers une plateforme UGAP, vers une plateforme SCC qui vous permettent d'assurer la relation commerciale avec SCC et avec l'UGAP. Depuis début décembre, vous avez même une visibilité, on vous offre une visibilité sur le site directement du gap.fr, puisqu'on vous demande, et c'est une obligation du marché, on vous demande de préparer une page de présentation fournisseur où vous expliquez qui vous êtes et quelle est votre solution. Donc ça permet à vos prospects de vous retrouver, mais ça permet aussi des fois d'avoir aussi des demandes un peu plus opportunistes, peut-être même de prospects que vous n'avez jamais rencontrés. Donc voilà, j'en ai fini pour là, j'étais très vite. Donc en résumé, le programme d'appel d'offres prévisionnel, vous allez le retrouver donc sur notre site.
J'ai mis un lien, c'est toujours le même. Tous nos appels d'offres, une fois qu'ils sont publiés, vous les retrouvez, ils sont publiés sur la plateforme du GIP Maximilien. Donc, je pense qu'il faut créer un compte, je crois, avec votre numéro SIRET, je crois. Mais après, vous y avez accès, donc avec tous les autres appels d'offres d'Île-de-France. Sur le marché multi-éditeur, une adresse mail. Donc, intégrer le multi-éditeur à tuga.fr. On vous envoie les modalités du marché et puis vous nous répondez pour qu'on puisse vous intégrer assez rapidement sur le marché. Et puis, pour tout autre marché ou tout autre renseignement, vous avez aussi un formulaire qui est sur devenir fournisseur. Vous avez une vraie personne physique qui vous répond derrière, hein, ce n'est pas un chatbot, c'est mon collègue qui vous répond et qui, en fonction voilà, de votre demande, si vous avez besoin de savoir s'il y a bientôt des appels d'offres qui vont, si vous n'avez pas trouvé l'information, si vous demandez si on travaille sur tel ou tel secteur, s'il y a bientôt des appels d'offres, qui répond à votre demande. Donc voilà, j'en ai fini là, j'ai été très vite. J'espère quand même voilà, que certains messages sont passés, mais n'hésitez pas voilà, pour vos questions. Merci beaucoup Nathalie. Effectivement, un sujet vaste, donc le défi est à la hauteur du sujet. Euh, mais merci parce que l'introduction en tout cas, et puis toutes ces précisions étaient importantes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous laisse prendre la parole, ne pas hésiter. Alors en attendant, on avait quelques petites questions, mais tu as répondu partiellement ou totalement, Nathalie, déjà. Est-ce facile d'accéder au marché public français en tant que start-up étrangère? Ça, tu l'as C'est pas abordé. plus dur que pour des Français en fait, Voilà, en tout c'est cas. ouvert à tout le monde. Et donc, du coup, il n'y a pas de préférence, donc tout le monde peut y aller. Il y avait aussi une question sur les possibilités de l'UGAP de mettre en place des projets d'innovation entre entreprises et secteur public. Est-ce qu'il y a une animation, mais c'est peut-être justement ton sujet, Nathalie? Alors des projets, si j'entends, alors j'aurais juste besoin de précision, si par projet on entend derrière avec une participation financière, non. On n'a pas à l'UGAP, on n'est pas positionné en tout cas sur des projets en tant que tels. Après sur tout ce qui est achat, innovant à l'UGAP, on n'a pas non plus je vous parlais tout à l'heure du décret de Noël, le décret d'innovation, c'est pas une procédure qu'on utilise à l'UGAP. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui est limitée à 100 000 € hors taxe et comme vous l'avez compris, nous on est sur des marchés qui ont des beaucoup plus grosses volumétries. Donc en fait, comment on fait rentrer l'innovation à l'UGAP? On fait rentrer typiquement l'innovation, en fonction des secteurs. Typiquement dans le secteur incendie, sécurité, protection, on a, des acheteurs qui font beaucoup de veille, qui vont sur les salons, sur des séminaires, et qui vont ou même qui travaillent aussi avec vous, Intractis, et qui vont regarder quelles sont les innovations qu'on pourrait mettre sur nos marchés. L'idée, elle est plutôt un peu dans l'autre sens, c'est de voir, est-ce qu'on a un cadre juridique qui pourrait accueillir votre innovation. Mais dans l'autre Et, sens, ça se fait peu parce qu'à l'UGAP, on travaille toujours sur des solutions quand même qui sont, assez matures. et Jean-Pierre demandait sur le décret innovation, enfin sur l'achat de gré à gré, sur ce que tu parlais précédemment, est-ce qu'il y a des procédures de contrôle ou est-ce qu'il y a eu des fois où ça a été retoqué parce que ça ne rentrait pas dans le cadre? Alors, c'est une question un petit peu peut-être de droit plus que d'innovation. Ouais, Est-ce que tu as la notion ou pas? ouais, pas vraiment en fait. C'est juste en fait que l'innovation chez les acheteurs, c'est quelque chose, c'est 2 mots qui vont pas vraiment ensemble. C'est-à-dire que, un acheteur, voilà, dans sa philosophie, il doit être sûr de ce qu'il achète, il doit être sûr, voilà, il veut que tout soit abordé parce que son objectif derrière, c'est forcément déjà de ne pas avoir un référé sur son offre, ça c'est la première chose. Parce qu'en fait après même s'il y a un souci, comme je le disais, c'est l'acheteur en lui-même, hein, qui est responsable devant le juge. Donc voilà, c'est des choses qu'ils aiment. L'innovation, pour certains acheteurs, pas tous, hein, c'est des choses qu'ils aiment pas trop parce qu'il y a un facteur de risque à prendre et des fois ça peut quand je dis un facteur de risque, bah, c'est que des fois, il peut y avoir, voilà, des surcoûts liés à l'utilisation, il peut y avoir un mauvais bordage et c'est vrai que c'est des choses qu'ils aiment pas trop. Donc en fait, actuellement, en fait, le décret d'innovation, il est très peu utilisé. Il existe, mais il est très peu utilisé. C'est pour ça qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que c'est surtout les acheteurs qui décident de l'utiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal d'entreprises qui font l'innovation et qui me disent: «Mais j'ai vu un acheteur, je lui ai parlé du décret d'innovation, mais c'était no way». Parce qu'il ne se sentait pas à l'aise, parce que c'était peut-être pas dans son domaine. Donc c'est pour ça que là-dessus, c'est à vous de les accompagner. Heu
Mais il faut savoir quand même que c'est plutôt des grosses métropoles qui vont les utiliser, c'est-à-dire comment dire, des structures où il y a des gros services achats et où il y a des acheteurs qui sont expérimentés et qui sont thématisés. Si vous passez par une petite mairie, il y a peu de chances qu'ils soient utilisés. Et donc pour l'instant, il n'y a jamais, en tout cas, moi, je vais dire, je vais pas dire jamais parce que voilà, mais en tout cas, je n'ai pas eu connaissance de cas qui ont été retoqués. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct ou pas? On aura au final tenu le temps, c'est bien. Nicolas, c'est Bruno Bonjour. Eversat. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour cette présentation qui était très claire. Deux petites questions. Déjà sur la partie gré à gré, 40 kg euros. On est bien sur du 40 kg euros hors taxe. Oui, Voilà. Vous avez insisté sur le fait que il fallait prendre en compte euh, du récurrent annuel. Sur l'exemple du logiciel, par exemple, s'il y a des licences l'année suivante, etc., on doit les prendre en compte. Mais sur quelle durée? 3 ans. C'est 3 ans. Ouais. C'est plus 3 ans, c'est-à-dire 4 ans au total, ou 1 plus 3, C'est ou 3 renouvellements. c'est 3 renouvellements, ok? Ouais. Donc 4 ans en tout. Et la deuxième question, qui rejoint un petit peu le dernier sujet que vous abordiez, c'est l'innovation, les startups avec les marchés publics et avec l'UGAP. J'ai retenu en gros là que le marché moyen UGAP, c'était 1 million d'euros, Ouais. d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 250 000 sur 4 ans. Ouais, en fait, oui, oui, je vous laisse, excusez-moi, allez-y. D'accord, je dirais à la louche, c'est ça. Euh, Comment se positionne une startup sur ce type de marché? Alors, quels sont les critères financiers que vous allez prendre en compte pour analyser cette startup? Et en gros, est-ce que finalement, la startup aura accès à ce type de marché? Enfin, ce que je Alors, veux dire par là, c'est que ça me semble un petit peu gros pour une startup. alors, oui, mais sachant que l'allotissement, il est obligatoire sur les marchés. Là, je parlais du marché global. Pardon. Je parlais du marché global, mais en fait, l'allotissement sur les marchés, il est obligatoire. Et à l'UGAP, c'est notre manière aussi de faire rentrer plus de PME et de petites structures. Excusez-moi. C'est-à-dire que je prends sur tout le secteur de la santé. Sur la santé, vous allez avoir des gros appels d'offres, mais qui vont être très allotis. Et donc, quand on dit allotis, ça veut dire qu'on est sur des secteurs, comment dire, des besoins qui sont plus resserrés. Et là, on a des startups, des PME, des plus petites structures qui viennent se positionner en titulaire de rang 1. Excusez-moi. Un petit, Donc, ça, c'est la première solution. Sur certains secteurs, on observe voilà, plus de startups et de PME, typiquement parce que les marchés sont plus allotis. Sur d'autres marchés, comme l'IT, c'est vrai que je ne vais pas vous mentir, c'est des gros marchés à l'UGAP. On a peu, voire je dirais peut-être même pas de PME qui sont titulaires de rang 1 sur nos marchés. Néanmoins, en sous-traitance, merci, en sous-traitance, on a énormément de startups qui se positionnent. Alors, je sais que la sous-traitance, ça hérisse un petit peu les poils, notamment pour les notions de marge et puis voilà, pour plein d'autres raisons. Maintenant, moi, ce que je dis toujours quand même aux startups, c'est que la sous-traitance, en premier lieu, c'est quand même, ça peut être un moyen, déjà de se faire connaître auprès des acteurs publics, donc de toucher de la clientèle et c'est aussi un moyen de ne pas prendre la responsabilité d'un marché. Pourquoi on a des si gros marchés à l'UGAP? On a des marchés parce que typiquement, nous, on doit répondre à nos 22 000 clients derrière. Donc c'est pour ça qu'ils sont gros nos marchés. Donc quand on fait rentrer des PME ou même, des entreprises de manière générale, on s'attend à ce que nos titulaires, en fonction du marché bien évidemment, hein, mais, ils puissent répondre à l'ensemble des clients. C'est pour ça qu'en fait on a généralement voilà sur certains secteurs, je précise, on a, des gros acteurs. Mais il y a une possibilité. Après voilà, c'est soit aller sur des marchés où, effectivement tout dépend, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, soit aller sur voilà identifier des marchés où il y a un allotissement qui est plus fin, soit passer par de la sous-traitance.
D'accord. En fait, j'attendais une réponse vraiment très précise en fonction, par exemple, d'un indicateur de chiffre d'affaires, de fonds propres, etc. Quelles étaient vos règles, entre Ah, guillemets, comment dirais-je, d'évaluation de la taille de l'entreprise par rapport à la taille du marché? alors je vais avoir une réponse qui va être pas précise, c'est que ça je dis ça va dépendre des marchés, en fait. Dans le règlement de consultation, quand on lance nos appels d'offres, vous avez toutes les règles du jeu, et là va être décrit, en fait, les entreprises, qui peuvent répondre. C'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, en termes de capacité de production, si c'est des produits, mais ça va vraiment dépendre des marchés. Là-dessus, je pourrais pas être précise parce qu'en fait, on a plus de 3000 marchés et chaque marché est différent. Alors, pour répondre à pas mal d'appels d'offres publics, on a, je dirais, cette obligation de déclarer un chiffre d'affaires Mmh. dans l'activité qui est relative à la consultation. Mais sauf erreur de ma part, on n'a jamais de critères sur, je veux dire, on doit déclarer un chiffre d'affaires, on ne sait finalement pas si ce chiffre d'affaires-là, euh, il est dans les attentes de l'acheteur ou pas. Vous voulez Euh, savoir la pondération que ça va prendre sur son analyse? Non, non, c'est pas la pondération. Bah, je vais vous prendre un exemple. On reprend le chiffre d'affaires moyen, enfin, ou plutôt la taille moyenne du marché, donc 1 million d'euros sur 4 ans, donc 250 000 par an. Est-ce que pour vous, je dirais, le bon profil pour répondre à ce marché-là, c'est d'avoir 250 000 euros de fonds propres, c'est d'avoir Ah, un d'accord. million d'euros de fonds propres, c'est d'avoir 250 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça, c'est ce ratio-là qui m'intéresse. Bah, il y a 2 choses, hein, pour lesquelles, enfin, au moins, je dirais 2 choses pour lesquelles on va vous demander votre chiffre d'affaires. C'est la 1re, on l'a dit, hein, c'est d'être sûr que l'entreprise a la capacité de répondre aux clients. Ça, c'est la première chose. En tout cas, voilà, je parle pour l'UGAP. Et la seconde chose pourquoi nous on demande aussi les chiffres d'affaires, c'est qu'on va, faire très attention à ce qu'on appelle nous, la dépendance économique. Quand on choisit nos fournisseurs, on est comme je vous l'ai dit, on est sur des grosses volumétries. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on ait des entreprises qui soient dépendantes des marchés UGAP. Les D'accord? marchés UGAP, ils sont renouvelés tous les 4 ans. Imaginons que vous fassiez, 90 de votre chiffre d'affaires à l'UGAP, ça veut dire que si vous perdez votre marché à l'UGAP, vous perdez votre boîte. D'accord. Et ça, c'est notre responsabilité aussi. En tout cas, c'est le pli qu'on a pris à l'UGAP, c'est de faire très attention à ça. Donc, je pourrais pas vous dire, voilà, exactement, mais en tout cas, je sais que c'est des choses qui sont regardées. Maintenant, si vous voulez peut-être plus de détails, je demanderai à mes collègues acheteurs, hein. Mais en tout cas, voilà pourquoi on va vous demander, votre chiffre d'affaires. D'accord. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous voulez représenter maximum quoi, 20% du chiffre d'affaires? C'est. Je pourrais pas vous don je sincèrement, je pourrais pas vous donner de chiffres, parce que je sais pas. Je vais noter la question, mais C'est quoi le critère de dépendance, quoi? Est-ce qu'on applique la loi de Pareto, c'est du 80-20, donc c'est 20% max? C'est quoi? je ne sais pas. Je vais poser la question. D'accord. Bah, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un petit peu dépassé sur le temps, donc je vais pouvoir conclure. Nicolas, Merci c'est à Thomas. tous. Nicolas, c'est Thomas, je vais prendre une Ah, question. Thomas. Alors, vas-y, Thomas. Ah, tu as de la Alors, chance, mais rapide. bah, après, je peux la poser en dehors, hein, y a pas de Non, souci. non, vas-y. Non, alors, j'espère ne pas avoir raté la portion parce qu'il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Justement, sur ce qui était discuté à l'instant par rapport euh, aux startups qui seraient intéressées de prendre des marchés un petit peu innovants. C'est-à-dire que nous, on est dans une situation où en fait, on est capable de répondre à un besoin qui est unique et le fait de passer par un intermédiaire tierce qui va faire sa marge pour absolument aucune valeur ajoutée, c'est toujours un petit peu délicat, surtout que c'est des marchés qui sont relativement attendus. La question, c'est quel est le process pour pouvoir échanger sur potentiellement la création d'un marché. Je vous donne un exemple qui nous intéresse nous, mais il y a peut-être d'autres sujets dans les personnes au téléphone. C'est le sujet de la géolocalisation indoor. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut répondre à ce marché-là. Ce marché n'existe pas parce que la technologie n'existe pas. Nous, on a une solution. La question, c'est comment venir à l'UGAP, à quelle porte taper à l'UGAP pour pouvoir justement discuter de la création d'un marché.
Bah, c'est moi. Ah ben Ce que je vous voilà. propose, c'est qu'on fixe un point pour que voilà, vous me présentiez votre solution et puis que je regarde voilà, quelles sont les possibilités à l'UGAP. Ok. Parce que on est un petit peu titillé par nos amis pompiers, mais pas que, pour nous dire bon ben c'est bien maintenant, maintenant que vous avez réussi, comment on fait pour acheter? Donc Ouais. Bah, il faut qu'on regarde ensemble, il faut que vous me présentiez votre solution. L'idée pour moi, c'est de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de voir si on a déjà, dans un premier temps, s'il y a un cadre juridique à l'UGAP qui existe pour embarquer votre solution. C'est-à-dire qu'il y a déjà un marché sur lequel on pourrait embarquer votre solution. Après, sur la création de marché, je vais être très, très honnête. La création de marché, c'est compliqué parce que c'est compliqué pour plein de raisons, hein. C'est que déjà, on ne crée pas de marché à la demande même d'un client ou d'une entreprise. Donc, comment les acheteurs font en fait quand ils créent des nouveaux marchés, c'est qu'ils font de la prospection. Ça met plusieurs années avant qu'il y ait de nouveaux marchés qui apparaissent. Ça, c'est le premier point. Et en plus, on crée pas de marché, on fait pas de marché très spécifique, comme j'ai dit aussi. On est toujours sur des choses assez larges. mhm, mhm. Donc, voilà, il faudrait qu'on en discute, en fonction, voilà, de ce que vous faites, et sous quel format vous proposez votre solution. Mais voilà, c'était voilà les deux points sur lesquels, voilà, je voulais vraiment revenir. C'est que la création de nouveaux marchés, c'est assez complexe, à l'UGAP, parce que voilà, on est une grosse machine et qu'en plus, en termes de spécificité, on n'est pas sur des spécifiques à l'UGAP. On est sur des appels d'offres qui sont, assez génériques. Oui, oui, non, non, mais ok, c'est clair. Bon, ben, Ouais. j'ai ma réponse par rapport au point de contact. Je prendrai contact avec vous. Je pense que Nicolas va partager vos coordonnées ou autres et on pourra échanger. Je ne veux pas prendre plus de temps. Merci Oui, en tout pas de cas. souci, je vous en prie. Bon, très bien, merci à tous. Donc, merci pour votre présence. Moi, j'espère que ce webinaire, il aura éveillé votre curiosité, ça aura répondu à vos attentes. C'est un sujet très spécialisé, comme on le disait avec Nathalie, très complexe, mais ça me semble important de faire découvrir à notre écosystème de start-up et de PME ces possibilités. Merci Nathalie pour relever ce défi, qui n'était Merci à vous. pas un petit défi. Merci à l'UGAP. Je vous disais en introduction, un vrai partenaire fort d'Atraxis. Donc, on est vraiment content de pouvoir faire ces webinaires ensemble et d'avancer ensemble. Bien sûr, je vous enverrai, comme le disait Thomas, les coordonnées rapidement de Nathalie. En tout cas, on fera le nécessaire pour vous mettre en relation s'il y a besoin. Et puis, on vous enverra aussi rapidement le lien sur le replay, si vous voulez le partager, pour pouvoir revoir aussi la présentation de Nathalie. Rapidement, je vous rappelle les prochains rendez-vous d'Atraxis. Donc, le 5 mars, on aura un speak-up, qui est un webinaire de courte durée, sur la théorie de Berne. C'est un speak-up management. On verra comment cette théorie peut influencer positivement le pilotage et l'organisation d'un SDIS. Et puis, le prochain webinaire, ce sera au mois de mars, avec un autre de nos partenaires forts qui est Orange. Et on vous enverra toutes les informations rapidement. Pour tous nos partenaires qui étaient présents aujourd'hui, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout à nous transmettre vos actualités, qu'on puisse les intégrer aussi dans notre mailing list et dans notre newsletter mensuelle. Et puis, si vous êtes intéressé pour rejoindre la dynamique Tech et Secours parce que vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas aussi à nous contacter avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, hein, sur X, LinkedIn essentiellement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Bonne journée à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. C'est Nicolas, merci. Merci Nathalie. Salut.